Bienvenue à cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur un document au titre assez évocateur, La République bananière de Nyon. Oui, un titre qui annonce la couleur, hein. Tout à fait. C'est un texte résolument critique, même polémique, qui jette un regard très, très personnel sur la politique, la nature humaine et surtout la vie locale dans cette ville suisse, à Nyon. Hmm, Notre objectif ici, c'est de décortiquer un peu les arguments, les observations, les anecdotes de ce texte pour comprendre la perspective spécifique de son auteur, attention, sans porter de jugement de notre part sur le fond. c'est ça, on analyse la source, on ne la cautionne pas forcément. Exactement, on va examiner comment il dépend le fonctionnement politique, ses réflexions plus larges sur la société, et puis comment tout ça s'illustre à travers des exemples concrets tirés du quotidien nyonnais, toujours selon ce document. D'accord. Alors, allons-y, entrons dans le vif du sujet. On commence par quoi? Le portrait du politicien? Oui, le texte démarre fort avec ça. Un portrait psychologique assez cinglant de la figure du politicien. Ah oui, Il est décrit comme fondamentalement égocentrique, narcissique, obsédé par son image, prompt à manipuler la vérité. L'auteur le voit comme quelqu'un persuadé que sa propre vision est la seule valable, d'accord. et qui utilise les autres comme de simples faire-valoir, en gros. C'est une charge assez violente d'entrée de jeu. Oui, et ce qui est frappant, c'est que ce portrait psychologique, ce n'est pas juste une pique isolée, on dirait, ça semble être un peu la clé de voûte de toute la critique qui suit. C'est-à-dire Concrète à Nyon, découlerait de cette faille fondamentale. Hmm. L'accent est vraiment mis sur les motivations supposées, un intérêt personnel qui se masquerait derrière le discours du service public, quoi. Donc, l'idée là, ce serait pas forcément un cynisme calculateur assumé. Selon le texte, pas nécessairement. C'est ça qui est intéressant. Il avance l'idée d'une croyance sincère de ces figures politiques en leur propre grandeur supposée. Ah oui, Et ça, paradoxalement, les rendrait plus dangereuses aux yeux de l'auteur. d'accord, je vois. Cette croyance, elle serait alimentée par la culture de l'image, une vérité considérée comme malléable, et puis la tendance à s'entourer de courtisans où, la loyauté prime sur la compétence ou la critique constructive. Le texte est très direct là-dessus. Il affirme que le politicien ment sans scrupule, qu'il adapte la vérité aux circonstances. C'est une vision qui est poussée assez loin, hein, quand même. L'auteur va jusqu'à dire que croire en l'élection de politiciens qui gouverneraient réellement pour le peuple, c'est une illusion. Carrément une illusion. Et ce, à une échelle mondiale, hein, pas juste à Nyon. Leur objectif premier, d'après ce document, ce serait de sécuriser leurs propres revenus et ceux de leur réseau. Voilà. Le tout aux frais des citoyens, bien sûr. C'est une vision pour le moins désenchantée de l'engagement politique. Tout à fait désenchanté, c'est le mot. Et cette critique, elle ne s'arrête pas aux politiciens d'ailleurs. Elle s'étend à une vision plus large de la nature humaine elle-même. Ah oui, comment ça? Le document cite des phrases assez sombres, du genre l'homme n'est pas l'aboutissement de la création, mais sa caricature », où il évoque son ironie tragique, sa comédie absurde. On sent une forme de pessimisme philosophique assez profond là-dessous. C'est intéressant ce glissement du politique au philosophique. Pourquoi l'auteur ressent-il besoin d'aller jusque-là, à ton avis? Est-ce une manière de dire que le problème est plus profond que Nyon, ou même que la politique en général? C'est une interprétation plausible, oui. En élargissant la critique à la nature humaine, l'auteur semble suggérer que les dysfonctionnements observés à Nyon ne sont peut-être que des symptômes locaux de tendances humaines plus universelles. Hmm, Du moins, selon sa perspective très spécifique et, il faut le dire, plutôt sombre. Ça soulève en tout cas des questions sur les failles ou les tendances inhérentes à l'humanité telles qu'il les perçoit, lui. Et cette vision de la nature humaine, j'imagine qu'elle influence aussi son approche de la corruption. Exactement. Il ne parle pas seulement des grands scandales financiers ou politiques, c'est ça? Mais d'une corruption plus insidieuse, plus quotidienne. Oui, c'est ça. Les petits compromis, les hypocrisies, les mensonges à soi-même. Ça interroge sur notre résistance morale individuelle face aux structures de pouvoir, même modestes. D'accord. Le focus est déplacé de la corruption systémique, spectaculaire, vers quelque chose de plus intime, presque banal, qui pourrait toucher chacun d'entre nous finalement. Oui. Selon le texte, ce sont ces petites dégradations morales quotidiennes qui, accumulées, mineraient les fondations éthiques d'une société ou d'une organisation. L'auteur suggère même que l'histoire regorge d'exemples de systèmes initialement vertueux qui se sont érodés comme ça. Cette vision assez sombre donc de la nature humaine et de la corruption ordinaire, l'auteur l'ancre ensuite très concrètement dans le quotidien de Nyon. Alors prenons l'exemple des mégots de cigarettes, ça a l'air d'être un problème très visible là-bas selon lui. Oui, apparemment. Le texte décrit des mégots qui jonchent le sol un peu partout et il souligne que ce sont les employés municipaux, payés par les impôts des contribuables, qui finissent par nettoyer tout ça.
Il y a même cette anecdote rapportée, assez parlante. Les employés d'un pub local qui, selon l'auteur, rejetteraient la faute sur les locataires d'un immeuble voisin. Ah bon? Oui, les accusant de jeter leur mégot par la fenêtre. L'auteur qualifie cette explication de « connerie », pour reprendre son terme exact, c'est assez direct. Oui, c'est direct. Mais au-delà de l'anecdote, qu'est-ce que cet exemple des mégots illustre dans l'argumentaire plus large de l'auteur? Ben, ça semble servir de point d'entrée pour aborder le thème de la responsabilité civique, ou plutôt de son absence perçue. D'accord. Le texte oppose les concitoyens, c'est un terme ironique qu'il utilise pour désigner ceux qui respectent les règles, comme utiliser les sacs poubelles taxés, à un laisser-aller généralisé qui, selon ses dires, transforme Réunion en décharge sauvage. Il y a donc une tension entre l'attente que les autorités règlent tout et puis la responsabilité individuelle de chacun. C'est exactement ça. Et dans cette critique, il y a une nuance intéressante concernant les employés municipaux eux-mêmes d'ailleurs. Ah oui? Laquelle? Eh bien, une forme de respect est exprimée pour les employés de la voirie, ceux qui sont sur le terrain, qui font le travail concret de nettoyage. C'est sur leur fauteuil. C'est une critique assez classique de la dichotomie perçue entre le travail manuel et la gestion administrative jugée distante ou inefficace. Bon, le problème des déchets n'est pas le seul évoqué. Le bruit est aussi mentionné et apparemment pas seulement celui de la circulation habituelle. Oui, l'auteur note que le bruit ambiant a d'autres sources. Il n'entre pas forcément dans les détails, mais il renvoie vers un site web généraliste sur les nuisances sonores. C'est plus une évocation d'une autre forme de pollution du quotidien. Mais là où la critique se fait plus précise, c'est sur la réponse des autorités locales, notamment la police. Ah, et c'est là qu'intervient cette expression assez mystérieuse des singes Zumba Zumba. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Alors ça, mystère et boule de gomme. C'est une expression pour le moins énigmatique utilisée dans le texte, effectivement. L'auteur déplore une absence perçue de présence policière pour certaines nuisances qu'il désigne par ce terme un peu bizarre. D'accord. Et par contraste, il décrit un déploiement de moyens qu'il juge important, la PRN, donc la police région Nyon, et la gendarmerie, une dizaine d'agents selon lui pour une seule arrestation à la gare. Et il ajoute un détail. Pendant cette intervention à la gare, les usagers des transports publics TPN, les bus locaux, auraient dû continuer leur trajet à pied. C'est ça. L'auteur semble utiliser ce contraste pour illustrer ce qu'il perçoit comme une disproportion ou peut-être un manque de discernement dans l'allocation des ressources policières. Tout à fait. Et cette observation sur l'intervention policière, elle s'inscrit dans toute une série d'anecdotes qui semblent assez soigneusement choisies pour renforcer sa critique générale d'une administration locale qu'il juge inefficace ou incohérente. Après cette critique assez générale des incivilités et de la réponse policière, le texte zoome sur des actions, ou peut-être des inactions, des autorités locales qui semblent particulièrement irriter l'auteur. Par exemple, cette histoire d'amende pendant le marché. Ah oui, ça aussi. Le texte note que des amendes ont été distribuées pour la première fois lors du marché. Et il ne s'arrête pas là. Non, il ajoute une suggestion ouvertement sarcastique, qu'on lui reverse directement les recettes de ces amendes. Carrément. Oui, l'insinuation semble être que la motivation derrière ces amendes serait plus financière qu'un réel souci d'ordre public ou de régulation, On trouve aussi une pique sur les compétences requises pour diriger une association à but non lucratif. Qu'est-ce qu'il dit là-dessus? Il ironise sur le fait qu'il faudrait désormais, selon lui, une formation de la prestigieuse HSG de Saint-Gall, qui est quand même une des meilleures écoles de commerce d'Europe, pour occuper un tel poste. Rien que ça. Oui. La critique ici semble viser une forme de complexification administrative, de bureaucratisation, ou peut-être même un élitisme perçu dans la gestion associative locale. C'est difficile à dire précisément sans plus de contexte, mais c'est l'idée générale. Et la liste d'exemples continue, elle touche même des figures de l'exécutif local, si j'ai bien compris. Oui. Il y a l'exemple du syndic de la ville, équivalent du maire, qui roulerait en scooter à essence, alors même que la municipalité fait la promotion des véhicules électriques. L'ironie. Exactement. Et une autre anecdote concerne un vélo mal parqué, accompagné du commentaire un peu désabusé. Ce vélo retrouvera peut-être de lui-même l'emplacement qui lui est réservé. Qu'est-ce que ces exemples pris ensemble, les amendes, la formation SHG, le scooter, le vélo, cherchent à démontrer, selon toi, dans la logique de l'auteur? Ils semblent tous converger vers un même objectif. Illustrer un décalage, une dissonance perçue entre les discours officiels, la promotion de l'électrique, l'ordre public, la bonne gestion, etc., et la réalité observée sur le terrain. D'accord. L'auteur les utilise pour peindre un tableau, disons, d'hypocrisie, d'inefficacité ou d'absurdité administrative. Et tu vois, cet exemple du scooter, aussi trivial soit-il en apparence, l'auteur l'utilise pour boucler la boucle en quelque sorte.
C'est-à-dire? Le politicien, décrit au début comme potentiellement déconnecté, se retrouve, selon le texte, incarné par ce geste quotidien perçu comme étant en contradiction avec les politiques affichées. C'est assez habile dans la construction de son argumentaire. Le texte mentionne aussi un établissement local, le bar à wine, décrit comme étant proche du pouvoir. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Oui, cette mention s'inscrit dans la même veine critique. Sans développer explicitement, elle suggère l'existence possible de connivence, d'influence ou peut-être d'un manque de transparence au niveau local. Ça renforce le climat de suspicion que l'auteur installe tout au long du document. Et comme toile de fond à tout cela, il est noté que Nyon a récemment franchi le cap des 24 000 habitants. Quelle signification on peut donner à cette information dans le contexte de sa critique? L'auteur ne le dit pas explicitement, mais on peut raisonnablement supposer qu'il mentionne ce chiffre pour contextualiser ses observations. Logique. La croissance d'une ville, ça entraîne inévitablement de nouvelles complexités. Gestion des infrastructures, tensions sociales potentielles, augmentation des nuisances, défis de gouvernance accrue. Bien sûr. Il est possible que l'auteur voit cette croissance comme un facteur qui exacerbe les problèmes qu'il dénonce, ou qui met en lumière les limites de l'administration locale, telle qu'il l'aperçoit en tout cas. Si on essaye de prendre un peu de hauteur maintenant, en reliant tous ces éléments, le portrait initial peu flatteur du politicien, les considérations sur la nature humaine et cette accumulation d'exemples nyonnais très-spécifiques et critiques, quelle est l'image globale qui se dégage de ce document, La République bananière de Nyon? L'image d'ensemble, c'est celle d'une perspective profondément désabusée, critique à l'extrême même, voire teintée d'un certain cynisme. Nyon, dans ce texte, fonctionne vraiment comme un microcosme, une sorte de laboratoire où l'auteur observe et illustre des critiques beaucoup plus larges. Des critiques qui visent quoi, principalement? Qui visent l'omniprésence supposée de l'intérêt personnel en politique, une forme d'apathie ou de complicité citoyenne face aux incivilités, comme le littering des mégots par exemple, et puis ce que l'auteur identifie comme l'absurdité, l'incohérence ou l'inefficacité flagrante de l'administration locale. Il est donc crucial, je pense qu'on le répète, de garder à l'esprit la nature de ce qu'on a exploré aujourd'hui. Absolument. C'est fondamental de rappeler qu'il s'agit ici d'un point de vue très spécifique, celui qui est exprimé dans la source fournie. C'est une perspective partiale, assumée comme telle, et très critique. Voilà. Notre démarche ici, c'est d'exposer et d'analyser les éléments soulevés dans ce document spécifique, sans les valider ni les invalider, bien sûr, mais en les présentant tels qu'ils sont formulés par l'auteur. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'on a retiré de cette exploration? On a parcouru une critique particulièrement acerbe, telle que présentée dans le document La République bananière de Nyon. Oui, Elle débute par un portrait général et très négatif du monde politique. Elle s'aventure dans des considérations quasi philosophiques sur la nature humaine et la corruption ordinaire. c'est ça. Pour finalement ancrer sa démonstration dans une série d'observations très concrètes et très critiques sur la vie quotidienne à Nyon. Le document se conclut d'ailleurs de manière très laconique, presque comme un défi ou une affirmation de persévérance, tu vois, avec la phrase « Vive la République ». Ah oui. Et immédiatement suivi par l'intention déclarée de l'auteur de continuer à sentir, écouter et observer avec intérêt. Ça laisse une impression finale de vigilance critique constante. La posture d'un observateur attentif qui reste profondément insatisfait de ce qu'il voit en somme. Exactement, c'est un peu ça. Cette analyse offre donc un éclairage très particulier, résolument critique sur la gouvernance locale et la vie civique, spécifiquement à travers le prisme de la source qu'on a examinée. C'est une lecture qui, qu'on partage ou non ses conclusions, ne manque pas de susciter la réflexion. Tout à fait. Et pour conclure, peut-être une question à laisser mûrir, qui fait écho au thème brassé par ce texte. Je t'écoute. Dans quelle mesure les petites frustrations du quotidien local, qu'il s'agisse de la gestion des déchets, du bruit, d'amendes perçues comme arbitraires ou d'apparentes absurdités administratives, peuvent-elles véritablement être, comme le suggère implicitement ce document, le reflet ou le symptôme de questions bien plus vastes et profondes? Des questions comme? Des questions qui touchent à l'exercice du pouvoir, à la dilution ou à l'affirmation de la responsabilité individuelle et collective, et en fin de compte, peut-être à la solidité même du contrat social qui nous lie au sein de nos communautés. Voilà, une petite piste de réflexion pour finir.